Radio Soprante, la station de Rapin, 100 fois sans Loise, en Courbet, l'émission Aracaille, qui est maintenant consacrée à sa partie artistique après notre visite magnifique au petit musée de Montmartre, rue Cortot. Eh oui, retour sur la butte Montmartre, ses rues tortueuses et pavées, son passé artistique, bien présent malgré le flot des touristes pour arriver, rue Cortot, dans ce petit musée qui a abrité de nombreux artistes et qui conserve aujourd'hui l'atelier de Suzanne Valadon et la chambre de son fils au trio, lieu de pèlerinage, on peut le signaler, de Robert qui à chaque fois fait sa visite. Une exposition courageuse qui revient à travers un parcours chronologique et une centaine d'œuvres sur le couple Adia et Otto Fenriz. Elle est née en 1876, morte en 1959. Lui est un peu plus âgé, il est né en 1884 et décédé en 1957. Donc tous deux artistes, encore méconnus du grand public, un couple néerlandais qui a traversé les différents courants artistiques depuis le début du XXe siècle, des vies dédiées à l'art, à des idéaux de liberté et à une vie de famille. Alors, Adia Dutil, elle grandit dans une famille de la haute bourgeoisie hollandaise, prospère, attachée au prestige et à la propriété. Otto Fenriz, lui, est issu d'une lignée de professeurs d'université. Il connaît une enfance marquée par une sensibilité sociale. Il est influencé par son père Jacob, pacifiste, idéaliste et anarchiste chrétien. Leur relation, à tous les deux, libre et égalitaire au couple, basée sur la confiance réciproque, défie les conventions de genre et les codes bourgeois. En 1904, il s'installe au Bateau Lavoir. Donc le Bateau Lavoir, c'est ce lieu qui était une ancienne fabrique de pianos dans lesquels résidaient beaucoup d'artistes. Et donc là, il rencontre Georges Braque, Kees van Dongen, Pieter Mondrian, une colonie de peintres passionnés, arrivés d'horizons divers, qui se rassemblent pour partager leur pauvreté et leurs inspirations. Et les Vanris, jeunes et amoureux, font partie de ce milieu. L'année 1905 marque leur découverte des campagnes françaises et italiennes. Donc au printemps, les Vanris s'installent à Fleury-en-Bière, un petit village voisin de Barbizon, qui est célèbre pour son école paysagiste du XIXe siècle. Pendant tout l'été, dans une maison sans eau courante et sans confort, ils accueillent le peintre Kees van Dongen et sa famille. Et dans les années suivantes, Fleury devient leur refuge estival où ils reçoivent écrivains et peintres de l'avant-garde. Otto Freundlich, Max Chagall, Ludwig Rubiner, Émile Cixcia, Blaise Cendrars sont des hôtes réguliers. Ils ont des débats passionnés en plusieurs langues sur l'art, la spiritualité, la réforme de la société. Voilà, tout ça anime la petite maisonnée. Et en octobre, prêtant leur atelier du Bateau Lavoir à Fundungen, Otto et Adia partent pour un grand tour d'Italie. Ils visitent Vérone, Venise, Florence, puis s'installent à Anzio, où naît leur première fille, Aditya. Ils sont isolés des débats qui animent alors la scène parisienne et Otto et Adia révèlent une sensibilité instinctivement en accord avec leur temps. Ils peignent des paysages baignés de soleil aux teintes contrastées qui explorent le divisionnisme avec une approche très personnelle. Depuis leur jeunesse dans le Gooi, je pense que c'est une région des Pays-Bas, en contact avec la communauté libertaire fondée par le père d'Otto, le couple partage des idéaux progressistes et pacifistes. Adia, elle, trouve en Otto donc son âme sœur. Il croit à l'égalité entre les hommes et les femmes et il partage avec elle l'espoir de contribuer par leur art et leur vie à l'élévation spirituelle du monde. Émancipée, Adia se rebelle donc contre le milieu bourgeois dont elle est issue. Lui, rêveur et anarchiste convaincu, est très attaché aussi à la simplicité de la vie. Donc les lieux où le couple va vivre ont toujours été des lieux humbles, avec des amitiés sincères. Leur union libre sera formalisée tout de même par un mariage en 1909 pour officialiser le statut de leur première fille. Donc ils partagent l'éducation de leurs 3 enfants, ils recherchent des écoles alternatives qui favorisent la créativité et la proximité avec la nature, et Adia réalise des jouets pour ses enfants. Adia et Otto considèrent comme un devoir social de mettre leur talent au service du peuple, de promouvoir la coopération entre artistes, et donc pour le couple, l'art se nourrit d'échanges réciproques avec leur père, qui soient libérés de toute compétition et de toute rivalité.
À partir de 1911, le cubisme s'impose partout sur la scène artistique et donc par cette fragmentation des formes, le cubisme mène leurs expérimentations vers l'art abstrait. Le milieu cosmopolite dont ils font partie va contribuer au rayonnement de leurs œuvres. Ils vont exposer à Zurich, à Rotterdam, à Munich et Prague ou encore à l'exposition internationale Sonderbund à Cologne. Adia, elle va exposer aussi des broderies à la galerie der Sturm de Berlin, malheureusement qui ont été depuis perdues. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, Otto est mobilisé dans l'armée hollandaise, tandis qu'Adia se réfugie en Suisse avec ses 2 filles. Elle se tourne vers la religion, se convertit au catholicisme et réformé, lui, Otto va la rejoindre à Zurich au printemps 1915. Il se convertira aussi, mais à contre-cœur. En Suisse, le couple intègre un réseau d'artistes expatriés et en décembre 1916, tandis que les manifestations d'Ada se poursuivent, Otto et Adia regagnent Paris et se réinstallent à Montparnasse. Là, ils vont retrouver Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Blaise Cendrars, ainsi que Juan Gris, Max Jacob, André Lotte, Manuel Ortiz de Zarate, André Salmon, Gino Severini. Et leurs œuvres s'orientent alors vers une nouvelle phase du cubisme. Et pendant les années folles, Otto et Adia abandonnent progressivement le cubisme pour s'orienter vers une peinture plus réaliste. 1919, c'est une année dramatique pour la famille Van Ries. Otto travaille à un grand portrait de famille qui demeurera inachevé. Début novembre, alors que la famille voyage vers Ascona, leur train lancé à pleine vitesse heurte un convoi de l'Orient Express à l'arrêt près de Sens en France. Leur wagon est en partie broyé. Otto et leur fille Aditya restent prisonniers des décombres et l'enfant succombera à ses blessures, tandis qu'Otto, lui grièvement blessé, est hospitalisé durant 1 mois. Et en décembre, lorsqu'il peut être transporté, la famille réintègre les Pays-Bas pour une longue convalescence. En 1928, le couple fait partie du groupe Cercle et Carré. Donc pendant que le mouvement d'André Breton promeut une vision individualiste qui est liée au subconscient, Cercle et Carré, au contraire, soutient la valeur autonome et universelle de l'œuvre d'art. La crise de 29 arrive, qui a une influence sur les revenus du couple qui va s'appauvrir. Seules les commandes religieuses et les portraits assurent une relative stabilité. Et aux Pays-Bas, les opportunités sont plus régulières. Donc Otto part s'installer à Utrecht en 1934, tandis qu'Adia refuse de le suivre. Elle préfère vivre entre Paris et la Suisse. Et 4 ans plus tard, Otto s'installe avec une nouvelle compagne, la peintre Micha Land. La Deuxième Guerre mondiale éclate, Adia se trouve près d'Ascona, Otto à Utrecht, donc tous deux vont traverser la guerre dans la pauvreté. Aux Pays-Bas occupés, Otto refuse de siéger au Conseil des artistes rattaché à la Kulturkammer et, animé par l'espoir de la libération, Adia envoie une grande broderie à Roosevelt en 1942, une autre à Churchill en 1945, et le couple va se retrouver après la guerre. Donc en 1951, Adia rejoint Otto et il s'installe avec lui. Elle est presque aveugle, elle cesse de travailler, et l'œuvre d'Otto est alors saluée comme le véritable trait d'union entre la grande révolution de l'art d'avant 14 et les jeunes peintres néerlandais. Alors longtemps occultée par le regard masculin dominant, l'œuvre d'Adia commence enfin à être reconnue à sa juste valeur à partir des années 2010. Donc là, je me suis inspirée vraiment du dossier de presse parce qu'il y a vraiment peu de choses sur ce couple qui est encore vraiment méconnu. Et effectivement, sur une centaine d'œuvres, il y a 73 œuvres d'Otto et 30 d'Adia, ce qui reflète vraiment l'époque et le courant. Et en plus, elle ne signait pas ses œuvres. Donc ça rend encore plus difficile le fait de pouvoir les retrouver, quoi. D'accord. Oui, on constate une fois de plus que, si vous voulez, les femmes d'artistes, artistes elles-mêmes, eh bien, pour qu'elles émergent à côté d'un homme artiste lui aussi, c'est pas tous les jours dimanche. Et encore là, on a un couple qui était vraiment dans une égalité. C'est-à-dire que en plus, il y a eu ce drame familial. Elle a été complètement détruite par la perte de sa fille, ça effectivement. Donc il y a tout un moment où elle a pas pu peindre. Enfin vraiment, et je trouve que malgré ce couple qui prônait l'égalité, on n'est pas dans un. Il y a une disparité certaine. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment touché par son travail à elle. Par son talent, par sa sensibilité, alors que
le travail de son époux me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, je suis pas... Parce que vous savez que moi, je réagis à la sensibilité, je réagis pas à l'intellect. Et donc, lui, on peut considérer que c'est une peinture plus intellectualisée que la sienne, puisqu'il a participé évidemment au cubisme, que je déteste. C'est là que ça fausse un petit peu mon jugement, mais je... Et puis, j'ai trouvé que c'était pas une peinture, comment dirais-je, qui s'affirmait vraiment, quoi, voilà. C'est des couleurs un peu rompues, un peu trop rompues, même, presque effacées, voilà. Il n'y a pas une affirmation de sa personnalité, picturale, voilà. Alors qu'elle, par contre, les quelques œuvres, une trentaine, broderie comprise, voilà, là, ça marque. Et d'ailleurs, en plus, j'ai été vraiment, j'ai craqué quand j'ai vu ces petits jouets qu'elle avait créés pour ses enfants. Enfin voilà, on sent alors évidemment, c'est une maman, etc., mais qui a une sensibilité artistique aussi liée à la maman, qui est vraiment touchante, voilà, qui fait bouger les lignes, alors que le mari, bon, il a peut-être des idées libertaires, etc., mais les idées politiques enfin, je sais pas comment on peut les qualifier, ne sont pas toujours bien mariées avec la création artistique. En tout cas, effectivement, donc ce parcours de l'exposition, on va suivre un petit peu ce que j'ai raconté de salle en salle. Et donc, on va commencer par leur période un peu post-impressionniste, où effectivement, là, on les voit qui travaillent à la brosse, au couteau. Après, il y a cette période italienne. Enfin, ça commence par ce double portrait qu'on voit sur l'affiche, où ils sont influencés par ce qu'ils voient de la peinture classique italienne, quoi. C'est tout en douceur. Enfin, c'est très très beau ces deux portraits. Ils font chacun le portrait de l'autre. Là, c'est très très beau. Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, ce qu'on remarquera par rapport à la différence entre lui et elle, c'est que finalement, c'est elle qui sera beaucoup plus le modèle de lui que l'inverse. Donc, effectivement, une fois de plus, il y a une disparité. Et après, on passe dans cette salle où on voit ils sont affleuris en bière. Et là, il y a la petite peinture où on voit leur maison, là, avec le lit de Van Dongen qui est juste devant. Devant, sur la pelouse. ouais, un lit blanc au départ, qu'on ne le distingue pas tout de suite, en fait. Mais finalement, il est bien là. Voilà, il y a aussi une jeune, c'est en Italie, je crois, une jeune femme qui un grand portrait sur pied d'une jeune femme. Oui. Et sans regarder finalement qui avait signé, effectivement, moi aussi spontanément, j'ai préféré son travail à elle, que je trouvais souvent beaucoup plus affirmé, en fait. Et beaucoup plus sensible, beaucoup plus en prise avec justement ce que prônait son mari, comment dirais-je, le regard sur le peuple, sur la pauvreté, etc., est beaucoup plus affirmé chez elle que chez lui. Ouais. Même si elle va basculer quand elle se convertit sur une peinture et des broderies beaucoup plus religieuses. Oui, bon. Ça, c'est... la religion dans l'art, c'est autre chose. C'est pas forcément... voilà, je sais pas comment le qualifier, mais il y a des peintures magistrales du Gréco, du Titien, jusqu'aux peintres symbolistes, etc., du XIXe siècle, quand il s'agit de peindre des crucifixions, des choses comme ça, ça confine vraiment à la grande peinture. C'est pas des trucs mièvres en général. Donc moi je suis pas du tout, malgré mon peu de conviction religieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis quand même très sensible à l'art religieux. Ouais. Alors, il y a le portrait aussi de sa première fille, donc Aditya. Aditya, en fait, ça veut dire, c'est un prénom, ça veut dire enfant du soleil. C'est un prénom qui vient du sanskrit. Du sanskrit, effectivement, le couple était attiré par la mystique orientale. Et aussi, on verra, lui, son attirance aussi pour le Japon, quand on voit, même dans les jouets d'enfants, le petit tableau qu'il fait, où on voit des poupées japonaises, où on voit la grue. Enfin, voilà, il y a ça. Et c'est vrai que la partie où des jouets pour enfants est absolument extraordinaire, quoi. C'est, avec cette naïveté, c'est vraiment un... Oui, parce que
voilà ce qui est intéressant dans ce couple d'artistes. Bon, surtout encore une fois du côté d'Adia, c'est cette de rendre, de se mettre à la portée des regards les plus humbles, les plus frais, les plus enfantins, en faisant ses jouets pour ses petits enfants. Voilà, c'est quand même voilà, descendre un petit peu d'un piédestal pour se mettre à la portée des regards les plus innocents. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé aussi vraiment remarquable chez une artiste de ce tempérament. Ouais. Et donc en fait, c'est vrai qu'ils sont passés par tous les courants artistiques, donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même travaillé tout le temps, parce qu'ils ont été ils ont été à chaque fois imprégnés par ce qui se faisait, ils sont pas restés dans un style. Et il y a quand ils sont dans leur époque un peu du cloisonnisme, où là je trouve qu'il y a quand même un très beau tableau qui est fait par lui, c'est quand elle est sous un parasol, nue sous un parasol orange. Je trouve que ça c'est quand même... Oui, c'est en vue en surplomb. Ouais. Oui, c'est assez... Oui, voilà, là, il s'affirme comme d'une certaine manière. C'est pas du tout une peinture effacée, c'est pas du tout des tons rompus, etc. C'est vraiment paf, paf, quoi. Voilà. Voilà. Il y a une nature morte aussi à côté, et il y a aussi le portrait d'Adia sur une chaise avec un petit fichu noir sur les épaules. Elle a les épaules nues, elle a une grande robe verte. Et ouais, ça, je trouve que là, on a vraiment de la peinture qui nous parle, quoi. Après, donc, il y a leur période, leur période du cubisme. Donc là, effectivement, on a toujours un peu de mal avec ces salles-là. Bon. Beaucoup de mal, oui. Dans le cubisme, bon. Déjà, le terme cubiste, c'est quand même, c'est pas, à l'oreille, c'est pas très, très sympathique, quoi. Et il y a ce grand tableau de famille, justement au moment de cet accident, ce tableau que lui avait commencé de peindre avant l'accident, et en fait qui a jamais été achevé. Donc en fait, il est vraiment exposé tel qu'il a été conservé, c'est-à-dire inachevé, mais en plus très abîmé, quoi. La toile est grattée. Enfin, on sent que c'est un tableau qui a dû être roulé, mis de côté. Enfin, voilà, on sent tout ce qu'il y a derrière ce drame, quoi. Mais leur vie de famille, effectivement, est très présente. Elle est vraiment, il y a la maternité, ça c'est incontournable. Donc c'est que ce soit dans les jouets, dans les tableaux. Et elle est en plus une dessinatrice, vraiment une très très bonne dessinatrice. Ça commence par un de ses autoportraits où elle se dessine, qui est un très très beau dessin, quoi. Oui. Elle a été formée à Bruxelles en dessin dans un atelier à Bruxelles. Dommage qu'il n'y ait pas plus de dessins d'elle d'ailleurs. Mais je pense qu'effectivement c'est difficile de retrouver ses œuvres. Ça doit être toute la difficulté dans cette... Puis elle ne les signait pas, donc voilà, ça ajoute dans cette exposition. Lui à la fin lui rend hommage dans un tableau où il a peint, c'est pareil, avec des tons là plus assurés, enfin du rouge, du jaune, où elle était en train de broder. Et donc dans la dernière salle, on a effectivement une très très grande broderie qui s'appelle, je crois, Adam et Ève, et avec des fils de soie, enfin vraiment un travail magnifique, quoi. Mais ça, c'est toi qui remarques ces choses-là. Moi, je suis moins attentif à la tapisserie, à la broderie que tu peux l'être. Ouais, ben elle a commencé à faire de la broderie à partir des années 1910, et donc je trouve que c'est important parce que souvent ça a été considéré comme des arts mineurs, et c'est vraiment dommage. Oui, voilà, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis pas tout à fait là. Je le considère pas du tout comme un art mineur, parce que on a une amie qui fait de la tapisserie et elle fait des chefs-d'œuvre, quoi. Mais voilà, je suis moins porté sur ce genre de technique artistique. Voilà. Et effectivement, elle a même travaillé pour la Maison Poiret. Elle a fait, donc elle a vraiment été reconnue pour ce travail-là. La Maison Poiret, c'était pas une petite boutique du Sentier. Hein. Ouais. Donc ils ont côtoyé pas mal d'artistes, hein. Ils ont côtoyé donc aussi Zadkine aussi, parce que lui a fait il y a 2-3 sculptures en fait. Donc ils ont rencontré Zadkine à la Ruche quand ils sont allés du côté de Montparnasse, et donc c'est dans son atelier qu'Otto s'est initié à la sculpture, et ensemble avec Otto et Zadkine, ils avaient fait en 1920 un recueil qui s'appelait L'amour et la fin du poète russe Marc Taloff. Et quand ils sont retournés aux Pays-Bas, Otto et Adia ont accueilli Zadkine dans leur maison. Voilà. Et donc il y a une toile aussi qui lui rend hommage. Ils étaient proches de Van Dongen puisqu'ils passaient ensemble des vacances à Florian-Bière, sauf qu'à partir du moment où Van Dongen lui a commencé à
a oublié qu'il s'occupait des gens pauvres et qu'il a basculé dans le luxe. En fait, ils l'ont laissé tomber, ils se sont séparés un peu, ils ont cassé cette relation. D'ailleurs, Zadkine, en revenant un peu en arrière de notre bavardage, Zadkine, oui, quand il a certainement qu'il les a rencontrés en Hollande, quand il a fait sa sculpture pour le port de quel port, Amsterdam ou Rotterdam. Rotterdam, voilà. Voilà. Où il a fait une immense sculpture, voilà, parce que Rotterdam a été un port pulvérisé par les nazis. Et donc, quand même, ce qui ressort, moi, je trouve, de cette exposition, c'est quand même ce couple qui, malgré une séparation de quelques années, finalement, s'est remis ensemble, parce quand lui est parti, elle a refusé le divorce, parce que je pense qu'elle devait rester probablement très amoureuse. Et donc, c'est quand même une belle vie de couple, une vie d'artiste, une vie de famille, et tout ça, ça se sent dans l'exposition. Après, effectivement, on est plus ou moins proche des œuvres qu'on peut voir, quoi. Oui, mais enfin, si on est plus ou moins proche des œuvres, c'est peut-être moins important que de ressentir ce couple, voilà, aux idéaux complètement déplacés dans les milieux où ils évoluaient. Voilà, c'est pas les milieux artistiques, quoique avec des gens comme Van Dronghen, bon, on est loin de l'idéal révolutionnaire, mais voilà, ils sont touchants parce que c'est un couple quand même assez atypique, même à cette époque-là où il y avait pas mal de couples un peu zinzin, mais eux, ils n'étaient pas dans les couples zinzin, mais atypiques totalement par leurs idées. Ouais, et puis je parlais que de leur première fille, mais ils ont eu 3 enfants, quoi. Non, et puis il y a la poésie aussi de ce petit musée, il y a la poésie du lieu, enfin voilà, si vous voulez, quand vous allez vous poser les fesses sur le canapé de l'atelier ou du dernier, des derniers occupants, des derniers grands artistes occupants de cet atelier, c'est-à-dire la mère du Trilo, Suzanne Valadon et du Trilo, vous ressentez, c'est assez, c'est comme oui, on bascule en franchissant une porte. On bascule au 19e siècle, quoi, voilà, on bascule avec les rapins de Montmartre, alors on s'assied sur le canapé et on voit plus que le ciel, voilà, alors que quand on se lève, on voit les jardins de Montmartre, on voit les vignes, on voit Paris qui s'étale tout en bas, c'est quand même magique. Ouais, c'est quand même magique, surtout qu'on arrive, effectivement, comme j'expliquais, par là, il y avait vraiment des touristes partout, donc on a du mal à circuler dans les petites rues quand on arrive. C'est effrayant. Et en fait, on arrive rue Cortot, déjà, il y a pratiquement plus personne, et on rentre dans le musée, et voilà, on est pratiquement tout seul. On est dans un autre monde complètement différent, enfin, on est dans un cocon, voilà, où sont nées des œuvres qui sont quand même des marqueurs de l'histoire de l'art. Parce que là, on parle des expositions temporaires qu'on visite, mais il y a quand même toujours aussi, il ne faut pas l'oublier, ce socle de collection permanente. Il y a un petit film en arrivant sur justement Suzanne Valadon, et dans les collections permanentes dans le bâtiment qui est au fond, il y a toute l'histoire de Montmartre, avec les vieux moulins, avec le théâtre d'ombre d'Henri Rivière. Enfin, il y a vraiment, c'est un musée qui est très très riche sur la vie montmartroise, quoi. Oui, et l'accueil, et avec une jeune fille, alors qui était un peu de la vie de ma camarade de combat, et c'était 2 féministes à Donf, qui en rajoutaient, voilà, sur évidemment cet immense artiste, voilà, dont on vient de vous parler pendant. Ouais, alors j'ai vu, effectivement, il y avait quelques extraits de son journal. J'ai cherché, je ne sais pas si son journal a été complètement traduit en français, si on peut le trouver. En tout cas, là, j'ai pas réussi à en trouver quelques extraits pour pouvoir en lire. Alors peut-être il y en a dans le catalogue, j'ai pas eu le temps non plus de feuilleter le catalogue, mais voilà. On est heureux, on a fait l'autre boulot. Nous en serons autant d'anarchie, les humains joyeux auront un gros cœur et légère pense. Heureux on saura s'adorer
pense dans l'amour d'autrui doubler son bonheur. Quand nous en serons au temps d'anarchie, les humains joyeux auront un gros cœur. Quand nous en serons au temps d'anarchie, nature sera paradis d'amour, femme souveraine. Esclaves aujourd'hui, demain notre reine, nous rechercherons des ordres du jour. Quand nous en serons au temps d'anarchie, nature sera paradis d'amour. Il semble encore loin ce temps d'anarchie, mais si loin soit-il, nous le pressentons une fois profonde. Nous fait entrevoir ce bienheureux monde qu'hélas notre esprit dessine à tâtons. Il semble encore loin ce temps d'anarchie, mais si loin soit-il, nous le pressentons. Alors c'était Heureux temps, interprété par Rosalie Dubois, une chanson qui a été écrite par un poète paillette, par un poète libertaire qui vivait justement du côté de Montmartre. Donc les expositions, l'étoffe des rêves à la Halle Saint-Pierre, donc jusqu'au 31 juillet, cette exposition Ada et Otto Fenris au cœur des avant-gardes au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre, la donation du docteur Maurice Girardin au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 28 juin, Leonora Carrington au musée Luxembourg jusqu'au 19 juillet, Art Cruel à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 30 avril. Voilà pour les principales expositions dont on a envie de parler. Le culturel de la semaine. Oui, alors j'ai regardé un doc sur LCP, sur Staline, très joyeux, avec tous les massacres qu'il a à son palmarès, les grands procès de Moscou, la décapitation de tous les hauts responsables militaires comme le maréchal ça y est, j'ai oublié son nom, enfin bref, de Boukharine, etc. C'est vraiment quelque chose de... Tous les gens qui aiment le Front National, qui aiment tous ces dictateurs à la mort moelle et les doigts de pied, là, ils devraient regarder des documentaires de ce type pour un petit peu prendre du recul sur leurs aspirations fascistes. Voilà, le Front National, par exemple, tous ceux qui admirent les responsables du Front National, Marine Le Pen, le dépendant d'Andouille, Bardella et compagnie, tous ces Zemmour, la nièce de Le Pen, etc., il faudrait qu'ils voient un petit peu ce genre de documentaire sur le plus terrifiant des dictateurs qui se prétendait le petit père des peuples et qui prétendait que la Russie soviétique était le paradis des travailleurs. Ces mensonges, cruauté, assassinat. Par exemple, Boukharine, c'est un révolutionnaire historique qui a sauvé la vie
de Staline. Et comme récompense, il a été exécuté après des tortures abominables. Quand il y a eu les procès de Moscou de toute l'intelligentsia soviétique, tous les plus vieux combattants de l'armée rouge, etc., et les leaders communistes de l'époque, ils ont tous été liquidés après avoir été torturés de manière atroce, etc. Si bien qu'ils n'ont même pas pu assister à leur procès, tellement ils étaient en piteux état, ils ne tenaient pas debout, défigurés, machin, etc. On ne pouvait pas les montrer en public, donc le procès a eu lieu sans eux, par un procureur Vichinsky, un espèce de sadique du même type que Staline, et qui a fini ses jours comme à l'ONU, comme membre permanent, enfin je sais pas quoi, un haut fonctionnaire de l'ONU, voilà. Comment ces gens-là finissent leur vie quand ils sont pas tués ou suicidés, voilà. Non, c'était vraiment une leçon d'histoire que tout le monde devrait regarder. Et pour ça, je remercie vraiment alors c'est LCP ou Arte, enfin peu importe, c'est une chaîne de cet ordre, de cette tenue, qui montre des documentaires sur les dictatures et les choses comme ça. Ils ont montré de la même manière la vie d'Hitler, l'ascension d'Hitler, etc. Voilà, ces gens-là ont existé et existent encore, puisque maintenant aux États-Unis on a Trump la mort, en Israël on a Netanyahou avec les bouffissures de Smotrich et de machin chose, etc., etc., etc. Voilà, bon, c'est la belle vie de l'humanité. Ouais. Alors moi j'ai regardé un documentaire sur Arte qui s'appelle Mister Nobody contre Poutine. C'est un documentaire long, 90 minutes, et en fait il a été quand même Oscar du meilleur long métrage. Et donc en fait c'est l'histoire de Pavel Talenkin, qui est un salarié de l'éducation nationale dans une petite ville russe qui s'appelle Karabach, une petite cité industrielle dans l'Oural qui est très polluée. On voit d'ailleurs en fond toute la partie industrielle, et encore on n'a pas les odeurs, je crois, de toute la pollution qui existe. Lui, il s'épanouit, il travaille comme... La moyenne d'âge, 38 ans. Ah oui. Ouais, c'est ça, parce que tu as regardé le début. Donc lui, il est coordinateur des activités pédagogiques dans l'école. Donc c'est l'école dans laquelle il a grandi, où sa maman est bibliothécaire. Donc c'est un lieu qu'il connaît bien, et il travaille avec les élèves. Enfin vraiment, il fait plein d'activités. On sent qu'il est heureux dans son travail. Et en fait, il y a une bascule au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on sent qu'il va y avoir toute une mise en œuvre d'un programme militaire et nationaliste qui est imposé dans les écoles. Donc lui, il va suivre justement toute cette plongée dans la propagande. Au début, il démissionne, puis il réfléchit, il va récupérer sa lettre de démission, et en fait il va filmer comment les enfants comment est créé ce mouvement de jeunesse, comment on va faire réciter l'hymne national aux enfants, comment un professeur d'histoire géo a un discours vraiment pro-russe et nationaliste. Et donc on va suivre tout ça jusqu'au moment où en fait on voit les jeunes qui partent à la guerre. Enfin vraiment c'est ces jeunes filles qui se posent des questions parce qu'aussi leurs frères sont partis à la guerre. Et leur fiancée, leur boyfriend. Donc aussi. petit à petit, on rentre vraiment, on a beaucoup d'émotions en le suivant. Et lui, prend quelques risques. Par exemple, à un moment, au lieu de mettre l'hymne national russe dans son école, il va mettre l'hymne états-unien chanté par Lady Gaga. Voilà, il se distingue. Et puis en fait, il va commencer à se faire peut-être un petit peu mal voir, et donc il va finir par être contraint de partir en exil, de s'exiler. On sait pas où, mais il est obligé de fuir parce qu'effectivement, il est passible d'être condamné pour traîtrise et d'avoir 25 ans de prison. Mais c'est vraiment, il faut rentrer effectivement dans ce documentaire. Il faut prendre le temps. Moi, comme c'est sur Arte, j'ai regardé en plusieurs fois, mais pour s'imprégner de ce qu'il et en fait de ce qu'il aime, et il aime quand même son pays. Il le quitte quand même à regret, parce qu'il dit que malgré cette ville polluée, il aime quand même ses paysages, il aime les enfants qu'il rencontre. Enfin voilà, c'est quand même, je trouve que c'est intéressant d'avoir des regards comme ça qui viennent de quelqu'un à un moment qui individuellement fait un travail documentaire qui est visible par tous, quoi. Oui, mais je crois aussi, alors pardon, est-ce que c'est la moyenne d'âge ou l'espérance de vie? Ah, je sais plus, je pense que c'est peut-être la moyenne, je sais plus, je me rappelle pas. Ouais, l'espérance de vie de 38 ans. Et mais il y a aussi ce qui est frappant,
là aussi, dans ce documentaire, enfin le peu que j'ai regardé, parce que je me suis arrêté assez tôt, je me suis arrêté quand ça commençait à devenir vraiment intéressant, c'est-à-dire avec un professeur d'histoire qui raconte l'histoire, si vous voulez, à la manière stalinienne ou poutinienne, en parlant de la Grande-Bretagne, une petite île perdue, là où les gens n'ont rien à manger, de la France qui mange des huîtres et des grenouilles, heureusement qu'ils ont ça pour vivre, vous voyez le genre de professeur d'histoire, et que, voilà, mais que ces Russes, qui sont si malmenés depuis toujours par les pouvoirs tsaristes, ou communistes, ou poutiniens, mais ils sont attachés à leur terre, mais d'une manière invraisemblable. C'est vraiment, la terre russe, c'est pas, c'est rien d'autre. Ils peuvent être, non, c'est leur terre, c'est la mer, voilà, tout à fait. Et moi, ça vraiment m'interpelle d'une manière invraisemblable, puisque nous, Français, on n'arrête pas de critiquer notre pays, mais les Russes, il peut y avoir les pires dictateurs qui les persécutent, mais c'est pas ça qui est important pour eux. Ce qui est important, c'est la terre russe. Et là, il y a des moments assez glaçants. On voit ces hommes des miliciens du groupe Wagner qui viennent dans la classe. Donc, ils sont habillés en militaire et qui font circuler des armes, des mines, qui expliquent que si on voit des mines comme ça, il faut s'en éloigner. Enfin, et donc qui font manipuler les armes aux jeunes enfants, quoi. Et après, même là, tous les cours sont des cours tournés vers la guerre. Il y a du lancement de grenades. Enfin, on sent vraiment cette militarisation qui arrive de plus en plus dans l'école et qui imprègne les jeunes, quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais si tu veux, quand je pense au service militaire français, on apprend, mais on a déjà 20 ans, on apprend le maniement des armes, le lancer des grenades avec des grenades d'exercice au plâtre, etc., etc. Le tir à la mitrailleuse, j'ai failli couper en deux mon capitaine, parce que c'était pas vraiment un militaire sérieux. Et quand on pense que cet entraînement qu'on commence à une vingtaine d'années, que là c'est à des enfants, pas de maternelle mais quasiment. De primaire et collège en fait. Primaire et collège. Collège et lycée, parce qu'il y a la remise des diplômes aussi. Ouais, donc, c'est invraisemblable. Oui, c'est vraiment glaçant. Donc je trouve que ce documentaire est passé au cinéma de Montreuil, et moi je suis pas allée, je l'ai loupé au cinéma de Montreuil, et quand j'ai vu qu'on pouvait le voir sur internet, je me suis dit finalement c'est bien aussi parce que ça peut avoir une plus grande visibilité. Quoi. On peut le voir facilement. Oui, on peut vraiment le voir facilement. Donc c'est, à mon avis, il faut s'y regarder pour comprendre comment ça se passe justement de l'intérieur. Oui, mais alors accrochez-vous parce que le début est pas terrible. Moi, j'ai commencé à vraiment trouver de l'intérêt à regarder ce documentaire après 20 minutes, au moins 20 minutes, une demi-heure de regard. Ouais. L'avantage des replays, c'est qu'on peut aussi ne pas regarder en une seule fois, et ça, je trouve que c'est aussi pas mal, quoi. Et tout de suite, sur Arakaï, Radio Soupante, Claude et André, nos Amaches, je vous dis bien, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest, Jean-Paul Souverain, ce grand peintre, le coup de Kerbrand dans la banlieue de Dunkerque, les graveurs, alors toute une liste de graveurs et graveuses et graveurs, Thierry Morciot, notre génie des alpages de Bruxelles, un grand de chez Grand, Sophie Bilotreix-Brageux de Versailles, une graveuse et peintre de génie, Alice Amoroso, Raoul Villula, Agnès Dubar, Clément, Juliette Blanc, toute une petite bande de graveuses et graveurs de haut niveau, Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, et Sabine, à qui on souhaite un prompt rétablissement, à Sabine, nos camarades Corinne, tapissière, Anne-Emmanuel, plasticienne, et illustratrice, Fredo, aquarelliste, et Sabine, une grande de la peinture et de la sculpture,
Colette est la veuve de Odon lui-même, partie en goguette dans les grandes plaines du Grand Manitou. Jacqueline et Raymond Imbert, alors tous les deux aussi partis sur la pointe des pieds pour le paradis. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Claudine, une pote à ma camarade Piquécou. Laurence, une écrivaine de polar. Dominique Poladardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit souvenir. Marie Dognaud, maintenant qui vit bien, de la galerie Kaléidoscope. Florence, qui se démène en animant 3 émissions sur une radio Omni, des émissions à destination des enfants et des parents. Et Anna Siloracka, notre peintre polonaise, à nous seuls, tout à deux. Et j'ai oublié Antoine Manoury de Padam Swing. Ainsi qu'Antoine Manoury de Padam Swing. Parce qu'ils vont jouer en concert samedi soir dans un restaurant, je crois, à Saint-Ouen. On se finit avec Mélisse Mel, Faut vivre. Salut les copines, salut les copains. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.